Bonjour à tous. Alors, chapitre 2, rappel de mathématiques. Donc avant de continuer et de terminer notre chapitre 1, donc je vais vous donner quelques informations concernant les mathématiques et les interrupteurs semi-conducteurs. Ce sont les chapitres 2, rappel de mathématiques, et chapitre 3, interrupteurs semi-conducteurs. Une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura vu tout ça, on pourra revenir sur le chapitre 1, ce qui vous permettra justement d'appliquer l'ensemble des connaissances que je vous ai données, que je vous ai rappelées sur les mathématiques, sur les interrupteurs, sur un certain nombre de petits calculs assez simples qu'on verra ensemble, ce qui nous permettra de terminer cette introduction au domaine de l'électronique de puissance. Puis, une fois qu'on aura fait ça, on attaquera les chapitres sur les différents concepts des alimentations et on terminera ce cours par les alimentations flyback forward. Alors, rappel de mathématiques, sur ce chapitre 2, on va regarder principalement des équations différentielles du premier et du deuxième ordre. Alors, par rapport à ce que vous avez appris en mathématiques, il n'y a pas réellement beaucoup de différence. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais dire là, vous le savez déjà. Enfin, j'espère. Donc, vous le savez, vous savez l'appliquer. Donc, pourquoi est-ce que je fais ce rappel? Parce que simplement, parce que c'est un rappel pour rafraîchir votre mémoire, dans un premier temps. Et puis, deuxièmement, parce que en génie électrique, les équations différentielles, ce sont systématiquement quelques cas particuliers des différentes équations différentielles que vous avez apprises en cours de mathématiques. Donc, du coup, comme ça va me permettre de bien vous les appliquer pour que lorsque vous voyez un circuit électrique, ou une structuration, ou un convertisseur particulier, un hacheur, un onduleur, un redresseur, etc., vous sachiez immédiatement quelle est la forme de l'équation différentielle que vous allez devoir utiliser à l'intérieur de votre circuit, ce qui vous permettra d'éviter de faire des erreurs et tout du moins de faire une association directement entre le circuit et le type d'équation différentielle que vous allez avoir. Alors, on va regarder ensemble les deux types, le premier et le deuxième ordre. Alors, pour rappel, en électronique de puissance, le fonctionnement en régime établi, c'est une succession de régimes transitoires. Donc, je vous redis ce que je vous ai dit la dernière fois. Dans votre circuit électrique, vous allez avoir des interrupteurs. Ces interrupteurs vont changer d'état, c'est-à-dire qu'ils vont passer en position on, c'est-à-dire qu'ils vont laisser passer du courant. Ils vont donc fermer un circuit, fermer une maille. Ou alors ils vont se mettre en position off, c'est-à-dire ouvrir un circuit et séparer éventuellement différentes mailles entre elles. Ce qui veut donc dire que quand vous allez répéter ces cycles, on, off, on, off, on, off, on, off, on, off, et bien vous allez avoir justement plein de petits régimes transitoires et justement vous allez avoir besoin de mettre en équation ces différents régimes transitoires. Donc c'est ce que je vous dis, pour être capable de modéliser correctement le fonctionnement des convertisseurs, il est nécessaire de connaître les techniques de résolution qui sont appliquées au régime transitoire et au régime périodique. Et vous concernant, un des outils les plus intéressants dans votre cas, c'est effectivement l'équation différentielle, puisque l'équation différentielle est une manière de mettre en équation le fonctionnement des régimes transitoires et des régimes périodiques. C'est-à-dire qu'à partir de la même équation, vous allez pouvoir traiter les deux types de régimes, le transitoire et le périodique. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que vous avez le régime permanent électrique en électronique de puissance, est une succession de régimes transitoires? Parce qu'en gros, ce que vous allez faire, vous allez établir le schéma partiel de fonctionnement du circuit, c'est-à-dire que vous allez avoir un schéma de fonctionnement discontinu, parce qu'à un moment ou un autre, vous allez appliquer une source de courant ou une source de tension, ou pas, puisque votre interrupteur va être en position on ou en position off. Et donc, comme à l'intérieur, en plus de votre circuit, vous allez avoir des capacités ou des inductances, vous allez justement, naturellement, avoir des régimes de fonctionnement qui sont entièrement transitoires à l'intérieur de votre circuit. Si vous n'aviez que des résistances, les problèmes ne se poseraient pas. Et puisqu'effectivement, vous avez des équations, vous avez des composants à stockage d'énergie, la capacité ou l'inductance, et bien justement, vous allez fabriquer ces régimes transitoires. Et donc justement,
Ben, pour effectuer ce travail, vous allez utiliser, pour mettre en équation et trouver les solutions de courant dans une charge, de tension en sortie d'un circuit, ben, vous allez faire des mises en équation, et ces mises en équation, vous allez les faire à partir des équations différentielles. Alors pour ceux qui sont déjà ennuyés, parce qu'ils se disent, oh là là, des équations différentielles, ben, allez, j'essaie de vous réveiller. Donc voici un schéma électrique. Je possède une source, je possède une charge, à l'intérieur de mon circuit je possède une bobine, et je possède un interrupteur, c'est une diode. Donc voilà ma maille, la maille complète de mon circuit, avec mon interrupteur, qui peut éventuellement se mettre en position on ou en position off, en fonction de l'état de fonctionnement décidé dans le circuit. Et donc la question est la suivante. Combien existe-t-il d'états de fonctionnement possibles pour ce schéma? 0, 1, 2 ou 3? Question suivante. Alors ceux qui ont déjà vu, ils l'ont déjà vu plus ou moins, c'est un redresseur double alternance, hein, c'est-à-dire qu'en gros, je possède 4 diodes montées en H à l'intérieur de ma structure. Donc D1, D2, D3 et D4. L'anode de la diode D1 et l'anode de la diode D2 sont connectés à une source de tension sinusoïdale de 130 volts 50 Hz. Et la sortie des diodes, les cathodes des diodes D1 et D2 et les anodes des D3 et D4 sont connectés à une charge qui est une capacité, une résistance en parallèle. Et donc la question est ici, la suivante. Combien existe d'états de fonctionnement possibles pour ce schéma? 0, 2, 4, 8, 16 ou 32 états? Dernier schéma. Donc, une source, un transformateur dit point milieu, voilà mon entrée, voilà les deux sorties de mon transformateur. Entre les deux sorties de mon transformateur, je possède deux diodes, D1 et D2. Et sur le point milieu de ma structure, et aussi sur les cathodes des anodes D1 et D2, je possède une résistance. Donc je possède en sortie deux mailles, maille numéro 1, maille numéro 2. La question est ici la suivante. Combien existe-t-il d'états de fonctionnement possibles pour ce schéma? 0, 2, 4 ou 8? Donc, petit rappel sur les équations différentielles. Donc ça, comme d'habitude, normalement vous êtes censé le savoir. Une équation différentielle du premier ordre est une équation qui va décrire le fonctionnement d'un circuit électrique qui, en général, ne possède qu'un seul et unique élément réactif, c'est-à-dire un condensateur ou une inductance. Si l'élément réactif est un condensateur, vous avez une équation différentielle en tension. Et si votre élément réactif est une inductance, vous avez une équation différentielle en courant. Donc ça veut donc dire que dans le cas où à l'intérieur de votre circuit vous n'avez qu'une inductance ou qu'un condensateur, la forme de l'équation différentielle que vous allez avoir dans votre circuit est soit une équation différentielle en tension, soit une équation différentielle en courant, respectivement en tension pour le condensateur et en courant pour l'inductance. Et dans tous les cas, ça va ressembler à la structure qui vous est notée ici. Vous allez avoir un coefficient A fois la dérivée de la fonction, plus un coefficient B fois votre fonction, et est égal normalement à une source qui est positionnée à l'intérieur de votre circuit. Donc la résolution de votre équation différentielle, ça vous le savez aussi normalement, elle va s'effectuer en 3 étapes. Étape numéro 1, détermination d'une solution générale, c'est-à-dire c'est votre équation sans second membre. Détermination d'une solution particulière, ben là, cette solution particulière sera fonction de votre second membre. Et ensuite, vous terminerez par la détermination des constantes d'intégration. Petite question, pour toujours les allergiques aux mathématiques. L'équation, alors, voilà le circuit.
Donc vous retrouvez exactement le même circuit qu'on avait à l'origine. Ma source, ma diode, ma bobine et ma résistance. Et la question est donc très simple. L'équation du courant dans la charge est une équation affine, linéaire, différentielle, différentielle du premier ordre ou différentielle du second ordre. Le même schéma tout à l'heure, mon PD2, surcharge cette fois-ci capacitive plus résistance. L'équation du courant dans la charge est une équation affine, linéaire, différentielle, différentielle du premier ordre, différentielle du second ordre, différentielle du second ordre à coefficient non constant. Troisième question. On retrouve mon transformateur à point milieu avec mes deux diodes. Et là, vous avez une équation affine, linéaire, différentielle, ou différentielle premier, second ordre, ou second ordre à coefficient non constant. À vous de choisir. Donc, comme je vous disais, résolution de votre système. Donc, première étape, la solution générale, donc l'équation sans second membre. Donc, on tente de résoudre l'équation précédente sans le second membre. Donc, vous allez vous retrouver avec une équation différentielle sous la forme ADF sur dt plus B2F sur dt. Vous faites tout passer du même côté. D2F sur dt plus F de t sur taux est égal à 0. Et la solution de cette équation-là est en général une expression sous la forme grand A exponentielle moins t sur taux, où grand A est une constante d'intégration. Cette constante, vous la déterminerez un petit peu plus tard. Donc ça, c'est assez facile. Une fois que vous avez fait ça, vous possédez un second membre ou vous n'en possédez pas. Donc, dans le domaine du génie électrique, on ne regarde principalement que deux cas. Tout le reste n'existe pas. Cas numéro 1, la fonction g de t peut s'écrire sous la forme de g de t égale constante. Ça signifie qu'à un moment ou un autre, vous avez une source constante à l'intérieur de votre circuit. Donc, ça veut dire que vous avez accès à toutes les structures qui sont associées avec une source de tension continue. Alternatif, continu vers continu, Asher ou Chopper, ou continu vers alternatif, c'est ce qu'on appelle les onduleurs. Donc quand vous avez ça, ça veut donc dire on va appliquer la règle où vous allez rechercher une solution particulière qui possède la même forme que votre second membre, c'est-à-dire sous la forme d'une constante, puis vous allez remplacer cette expression-là à l'intérieur de votre équation différentielle. Donc voilà votre équation différentielle avec son second membre. Je vais donc rechercher une expression ou une solution particulière qui aura la même forme. Je vais donc remplacer f de p par ma constante c que je mets à l'intérieur. Je la dérive une fois. Je dérive ma constante, ça fait 0. Je la positionne ici, c'est f de p sur taux, ce que je retrouve ici. Donc c sur taux est égal à k, ce qui signifie que ma solution particulière, elle vaut k fois taux. Facile. Deuxième second membre possible que vous pouvez avoir, c'est-à-dire dans le cas où votre second membre est une fonction sinusoïdale, fonction trigonométrique, d'accord, sous la forme k sinus oméga t. Alors il faut savoir aussi que dans le domaine du génie électrique, on écrit très rarement les seconds membres sous la forme de fonction cosinus. Pourquoi? Pour une raison très très simple. À l'instant t égale 0, le sinus vaut 0. À l'instant t égale 0, le cosinus vaut 1. Ça peut paraître un petit peu étrange d'appliquer une fonction sinusoïdale en cosinus dans un circuit à l'instant t égale 0 où au lieu d'avoir une croissance naturelle du courant ou de la tension à l'intérieur de votre circuit, vous mettez 100% de la puissance disponible de votre source. Donc c'est pour ça qu'on utilise rarement les fonctions cosinus, mais plus souvent les fonctions sous la forme d'un sinus. C'est-à-dire qu'en général, votre second membre va s'écrire sous la forme k sinus oméga t. Faites cependant attention, je peux très facilement vous imposer pour une raison x, y ou z à l'intérieur de l'examen de ne pas mettre un sinus, mais de mettre un cosinus. Mais dans tous les cas d'ailleurs, ça ne changera pas forcément grand-chose dans votre méthodologie de résolution, puisqu'on va appliquer la même règle que vous avez eue précédemment. Si vous avez une fonction trigonométrique en second membre de votre équation, vous allez donc rechercher une fonction
une solution particulière sous la forme d'une fonction sinusoïdale. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Voilà, il y a juste une petite coquille, mes sinus sont passés au dénominateur. Mais ça veut dire que si j'ai une fonction en second membre sous la forme d'un k sinus oméga t, je vais donc rechercher une solution particulière sous la forme a1 sinus oméga t plus a2 cosinus oméga t. Et de la même manière que qu'on l'a vu tout à l'heure, je vais prendre cette solution particulière et elle est censée normalement vérifier mon équation différentielle. Ça veut dire que je peux la mettre dans mon équation différentielle pour faire ma solution. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Je remplace dans l'équation différentielle justement ma solution particulière. Là, voilà, vous la voyez apparaître. Je dérive, tac, tac, et ensuite je factorise le côté gauche de mon équation par cosinus oméga t par sinus oméga t. Et ensuite, je fais une identification entre le membre de gauche et le membre de droite de mon équation. Ce qui me permet d'aboutir à l'expression que j'ai ici. C'est-à-dire que par identification, cela signifie que A1 oméga plus A2 sur tau est égal à 0 et A1 sur tau moins A2 de oméga est égal à K. Ben effectivement, ici, je n'ai pas de cosinus, ce qui signifie que le coefficient de mes cosinus de côté gauche de l'équation est égal à 0. Par contre, je possède un second membre sous la forme d'une fonction sinus, ce qui signifie que le coefficient associé au sinus oméga t sur le côté gauche de mon équation, A1 sur tau moins A2 de oméga, est donc égal au coefficient K de mon second membre. Ce qui va vous permettre de déterminer, comme je vous l'ai dit, sans problème, les constantes A1 et A2. Allez, je vous réveille un petit peu. Question. Voilà mon système. Comme tout à l'heure, une diode, une bobine, une résistance et une source de 130-50 Hz. Et la question est la suivante. Comment allez-vous écrire le second membre? S'il existe, bien sûr. Réponse A, il n'y en a pas. Réponse B, constante. Réponse C, sinus. D, un cosinus. E, un sinus plus un cosinus. Et F, une fonction triangle. Et effectivement, vous pouvez faire appel à une personne par téléphone ou éventuellement à votre voisin. Question numéro 2. Alors, je change un petit peu mon schéma électrique. Je possède une source de tension ici. Je possède un interrupteur. Un deuxième interrupteur ici. Et une bobine qui possède une résistance interne. D'ailleurs, voilà une des mailles de mon circuit, une autre maille de mon circuit. Et la troisième maille qui peut être la grande boucle qui se trouve ici. Et la question est, cette fois-ci, comment allez-vous écrire votre second membre s'il existe? Il n'y en a pas, sous la forme d'une constante, sous la forme d'une fonction sinus, fonction cosinus, d'un sinus plus un cosinus ou d'une fonction triangle. Dernière question pour voir si vous avez bien suivi et vous maîtrisez bien votre système. Donc, mon transformateur point milieu se trouve ici. L'entrée de mon transformateur est associée à une fonction sinusoïdale. La sortie de mon transformateur est associée à une diode et une résistance sur le côté. Le point milieu est connecté à une des deux bornes de ma résistance et la deuxième borne de la résistance est connectée aux deux cathodes de mes diodes. Même question que tout à l'heure. Comment allez-vous écrire votre second membre? Bien sûr, s'il existe, il n'y en a pas, une constante, un sinus, un cosinus, sinus plus cosinus ou triangle, à vous de voir. Alors, une fois que vous avez fait votre équation sans second membre, vous avez une solution pour votre équation sans second membre, vous avez votre solution particulière, on est bien d'accord pour dire que la solution à votre problème, à la question qui vous a été posée par votre enseignant, l'expression du courant dans la charge, la valeur de la tension dans la charge ou d'autres choses, c'est normalement la somme de votre équation sans second membre plus la solution particulière. Puis il va vous rester à déterminer effectivement un cas particulier, c'est la fameuse constante qui est associée normalement à votre équation en second membre, à votre coefficient de l'équation sans second membre. Voilà, c'est ce que je vous dis ici. Il reste à déterminer la constante grand A de la solution générale. Pour cela, vous devez impérativement connaître la valeur du courant dans la bobine ou de la tension aux bornes du condensateur, ou quelque chose qui va se rapprocher à ça, ou qui va vous permettre de déterminer ces valeurs que je viens de vous donner.
Alors, n'oubliez jamais que cette valeur est calculée par le fait que le courant ou la tension ne doit pas subir de discontinuité pendant les différentes phases de fonctionnement. N'oubliez pas que votre équation différentielle est associée normalement à la conduction ou à l'ouverture de votre interrupteur à l'intérieur de votre circuit, ou des interrupteurs que vous avez à l'intérieur de votre circuit. Donc c'est en fonction de ça que vous allez déterminer l'instant T pour laquelle la valeur du courant dans la bobine sera égale à quelque chose, ou la valeur de la tension en borne de votre condensateur sera égale à autre chose. Donc attention, faites très attention. Allez, on va terminer ce chapitre-là par les équations différentielles du second ordre. Alors d'une manière générale, je suis un garçon plutôt gentil. Donc la possibilité pour que vous ayez une équation différentielle du second ordre à résoudre est à peu près égale à 0. 0,1%. 0,2. Ça va dépendre, on ne sait jamais. Bon, par contre, si vous êtes désagréable, vous ne faites pas les TD, vous ne travaillez pas, vous dormez, etc. Voilà, il peut avoir un moment de faiblesse, un petit moment de faiblesse ou gros moment de faiblesse, et je peux envisager effectivement de ne pas vous mettre une équation du premier ordre, mais de vous mettre une équation du second ordre. Alors, on est d'accord, pour avoir une équation différentielle du second ordre, il vous faut impérativement, dans tous les cas, avoir un condensateur et une inductance à l'intérieur de votre circuit. Alors, il existe d'autres cas où vous pouvez avoir deux inductances ou deux condensateurs, mais attention, il faut faire attention dans ces deux solutions-là. La structure ou la maille ou les mailles, la maille que vous allez avoir, ce n'est pas une maille seule. Pour avoir un circuit, une équation différentielle du second ordre à l'intérieur de votre circuit, à partir de deux inductances ou de deux condensateurs, ça signifie qu'à minima, vous avez deux mailles électriques. Si vous n'avez qu'une seule maille électrique avec deux inductances à l'intérieur ou deux condensateurs à l'intérieur de cette même maille, la possibilité pour que vous ayez une équation différentielle du second ordre est quand même assez proche de 0. D'accord? Donc n'oubliez pas, si vous avez des condensateurs à l'intérieur de votre circuit, votre équation différentielle va s'exprimer en tension. Si vous avez des bobines, ça s'exprime en courant. Et si vous avez condensateur et inductance, ça s'exprime habituellement en charge, en Q. D'accord? N'oubliez pas. Bon, et comme d'habitude, dans tous les cas, la forme que vous allez avoir, c'est quelque chose qui va s'écrire sous la forme A dérivée seconde de la fonction, plus B dérivée première de la fonction, plus C fois la fonction est égal à G de T. Donc A, B et C, la plupart du temps, sont des constantes. Et G de T, c'est une fonction qui va exprimer effectivement les différentes sources présentes dans votre circuit. Alors, je précise, il faut y faire très attention. Parce que dans votre cas, en particulier dans le cas où vous ayez deux bobines et deux condensateurs, ça signifie que très probablement les associations des sources sont un petit peu plus compliquées. Enfin, la position de la source vis-à-vis des différents éléments va être un petit peu plus difficile à mettre en œuvre. Donc, être très, circonspect et attentif quand vous avez des structures un petit peu plus complexes. Dans tous les cas, dans votre cas, la fonction G de T, c'est-à-dire votre second membre, c'est soit une fonction sinusoïdale, soit une constante. Fonction sinusoïdale, l'exemple classique, c'est comme je vous le disais, c'est les systèmes de redressement. Donc là, je vous disais redressement commandé ou pas. Et si éventuellement vous avez une fonction constante, là, c'est les systèmes qui sont associés donc avec une source en entrée en continu, c'est-à-dire principalement les hacheurs et les onduleurs. La résolution, c'est comme pour l'équation différentielle, elle se déroule en trois étapes, la solution générale, la solution particulière, et ensuite vous terminerez par les constantes d'intégration. Alors, voici un circuit un petit peu étrange. Un condensateur, une bobine avec une résistance interne, et entre les deux un interrupteur. Mon condensateur est chargé avec une certaine tension petit u. Et donc, question, l'équation du courant dans la charge est une équation affine, linéaire, différentielle, premier ou de second ordre? Allez, je complexifie mes schémas. Vous avez vu, celui-là est quand même beaucoup plus compliqué. Je possède un transformateur, une diode, un condensateur, une charge, un interrupteur, un condensateur. Vous voyez pourquoi je vous parlais de différentes mailles si vous voulez mettre en équation votre système et pourquoi à partir
de 2 condensateurs, je n'ai pas de bobine à l'intérieur de mon circuit, si je considère que mon transformateur est ici parfait, bah, je vais me retrouver forcément à un moment ou un autre avec quelque chose qui va se rapprocher d'une équation différentielle du second ordre, mais il me faut de mailles. Et donc la question c'est, l'équation du courant dans la charge est une équation affine, linéaire, différentielle, pareil, premier ordre, second ordre, ou une équation différentielle à coefficient non constant. Dernière structure, bobine, condensateur, là je reviens sur quelque chose d'un petit peu plus classique, interrupteur, interrupteur, une source, je complexifie vraiment le système, et ici une bobine avec une résistance. Même question, l'équation au courant dans la charge est une équation affine, linéaire, différentielle, premier ou second ordre. À vous de voir. Alors, rappel de mathématiques, donc toujours on continue. Ben voilà, solution générale, ben, c'est comme ce qu'on vous a dit à l'origine. Ben, la solution générale, c'est l'équation différentielle sans votre second membre. Donc je vous rappelle que là, cette fois-ci, à la différence de tout à l'heure où vous pouviez faire une bidouille, j'allais dire, pour essayer de trouver dans l'équation différentielle du premier ordre la solution directement, ben là vous êtes obligé de passer par ce que l'on nomme l'équation caractéristique de votre circuit. Donc ça veut dire que vous allez considérer que cette expression mathématique différentielle peut s'écrire sous la forme d'une équation du second degré, c'est-à-dire quelque chose que vous allez écrire sous la forme AX2 plus BX plus C. Et pour résoudre cette équation-là, ben, c'est très facile, vous allez appliquer les règles classiques, les règles habituelles, c'est-à-dire que dans une équation du deuxième degré, le déterminant c'est quelque chose que vous allez écrire B2 moins 4AC, et à ce moment-là, vous allez avoir plusieurs solutions. Si votre delta est positif, vous avez deux racines réelles que vous allez écrire sous la forme A1 exponentielle R1 plus A2 exponentielle R2. Si votre delta est égal à 0, vous avez une solution double R0 que vous allez écrire sous la forme moins B sur 2A, ce qui signifie que votre solution particulière va s'écrire sous la forme équation sur le second membre, pardon, va s'écrire sous la forme exponentielle R0 facteur de A1 plus A2 de T. Et si vos delta est négatif, vous avez deux racines complexes conjuguées, c'est-à-dire que les solutions vont s'écrire sous la forme moins b plus ou moins racine de delta fois j sur 2a. Donc c'est quelque chose qui ressemble à un nombre complexe, ce qui signifie que la solution générale que vous allez avoir pour l'équation de la solution de l'équation sans second membre, c'est quelque chose qui va s'écrire sous la forme exponentielle R0 facteur de A1 cosinus bêta plus A2 sinus bêta. Et dans tous les cas, les A1 et les A2 que vous avez sur les trois solutions possibles sont des constantes d'intégration. Pour la solution particulière, je vais appliquer exactement les mêmes règles que je vous ai données tout à l'heure pour le premier ordre. C'est-à-dire que soit vous avez une solution sous la forme d'une constante, soit une fonction trigonométrique. Constante, comme d'habitude, vous prenez cette expression-là, vous la remplacez dans l'équation différentielle, vous avez trouvé la même valeur. C'est d'ailleurs la même solution que tout à l'heure. Et si vous avez effectivement un second membre qui est sous la forme d'une fonction sinusoïdale, donc c'est-à-dire par exemple le cas classique des redressements, vous allez rechercher une solution particulière comme tout à l'heure, A1 sinus oméga t plus A2 sinus oméga t. Vous remplacez, vous résolvez, vous séparez, ce qui veut dire que vous allez vous retrouver une fois que vous avez fait tout votre travail, vous avez toute la démonstration qui est donnée ici, donc avec une identification cette fois-ci que vous allez écrire sous la forme, dans mon cas, dans l'exemple que j'ai pris ici, moins petit a1 oméga t moins ba2 oméga t plus c1 est égal à k, k étant le coefficient de mon second membre que vous avez ici, puisque c'est une fonction sinus, et pour le cosinus, la valeur vaut 0. Donc vous allez pouvoir trouver les coefficients A1 et A2, facile. Même question que tout à l'heure. Voilà mon circuit, mon condensateur qui est chargé, mon thyristor et ma bobine sous la forme d'une bobine et d'une résistance. Question, comment allez-vous écrire votre second membre? Il n'y en a pas, c'est constant, c'est une fonction trigonométrique, sinus ou cosinus. Faites votre choix. Mon schéma que je vous avais montré tout à l'heure, mon transformateur, mon condensateur avec une tension a priori à l'entrée, une tension de sortie, ma diode et ma résistance. Même question. Quelle forme possède votre second membre? Vous n'en avez pas, une constante ou une fonction trigo. Et vous vous en doutez. Dernier schéma électrique.
une bobine, un condensateur, un transistor, une diode et un générateur de tension, une bobine. Et la question est aussi la même. Quelle est la forme de votre second membre? Il n'y en a pas une constante ou une fonction trigo. Voilà, donc comme pour tout à l'heure, votre solution générale, ben, ça va être la somme de l'équation sans second membre plus la solution particulière. Et comme pour tout à l'heure, ben, vous allez déterminer les coefficients à un petit a de votre équation sans second membre en assurant effectivement que vous n'avez pas de discontinuité dans votre circuit. Voilà, donc ça c'est pour les rappels de la partie mathématique de votre circuit. Donc normalement, à partir de cet instant-là, vous êtes prêt officiellement pour faire l'ensemble des travaux dirigés qui commencent donc la semaine prochaine avec Monsieur Kalmikov. Voilà. Bonne chance, travaillez bien.